vont être déployés sur 60 carrefours stratégiques de la capitale pour le contrôle des véhicules dès 5 h du matin demain mardi. Une opération selon l'hôtel de ville de Kinshasa qui vise à lutter contre les embouteillages et faire respecter le code routier. Mais la capitale s'est réveillée ce lundi sans transport en commun. Les Kinois ont fait le pied pour atteindre leur lieu de travail. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 h. Avant de se rendre à Kananga, dans le Kasaï central, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce lundi au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili avec le représentant spécial de l'Union européenne, Johan Borsban. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, notamment l'accès humanitaire dans les zones à conflit et les engagements financiers de l'Union européenne dans différents processus de paix en cours. Un reportage de Guilain Kabalondi et Champion d'Angui. À l'étape de Kinshasa, après une tournée dans la région des Grands Lacs, le représentant spécial de l'Union européenne a été reçu ce lundi 26 janvier 2026 au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Njili par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec Johan Borstam, les échanges ont porté sur l'importance de l'accès humanitaire dans les zones à conflit dans l'est de la RDC, des engagements financiers de l'UE et des différents processus de paix en cours. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui est le plus grand partenaire par rapport à l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. Donc on a par exemple échangé sur des sujets comme l'importance d'accès humanitaire central. Et pour moi, j'ai aussi rappelé, disons, la qualité de l'Union européenne en tant que partenaire en matière de prévisibilité. À travers cette rencontre, la RDC a rappelé l'importance d'un alignement et d'une coordination renforcée entre le processus de Doha et de Washington. Ainsi, l'Union européenne, par son représentant spécial dans la région des Grands Lacs, renseigne que le point spécifique sur l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC est inscrit dans l'agenda du Conseil des affaires étrangères annoncé pour ce 29 janvier à Bruxelles. L'échange avec le président va faciliter pour moi aussi d'expliquer la situation dans le Grand Lac aux collègues en Europe et aussi le fait que le chef d'État m'a accordé cette possibilité. Cela en soi est un très fort signal côté République démocratique du Congo envers l'Union européenne et le peuple européen. Ce soutien de l'Union européenne sur le plan humanitaire et politique est apprécié à sa juste valeur par la République démocratique du Congo, qui par ailleurs attend de ses partenaires le maintien et l'accentuation de la pression diplomatique sur les autorités rwandaises, y compris des nouvelles sanctions ciblant les responsables politiques et militaires impliqués dans les violations commises dans l'est de la RDC. Et juste après cette audience, le chef de l'État a quitté Kinshasa, direction Kananga, dans le Kasaï central. Et en nouvelle, sachez également que le président de la République a entamé ce lundi une visite d'itinérance dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Pour sa première visite de grande envergure à l'intérieur du pays, Félix Tshisekedi a procédé à l'inspection de l'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji avant l'inauguration demain mardi de l'université de Kananga. Je l'ai dit, dès les premières heures du matin plutôt, les bus et taxis se sont fait rares sur les grandes artères de la capitale, obligeant ainsi les nombreux Kinois à parcourir des longues distances à pied pour rejoindre leur lieu de travail. Si certains reconnaissent la nécessité d'assainir le secteur de transport, d'autres estiment qu'une application progressive du contrôle des véhicules par l'hôtel de ville de Kinshasa aurait permis d'éviter cette crise. Un reportage de Diane Balaka. De 4 heures du matin, plusieurs conducteurs ont pris la route pour anticiper les contrôles. Mais à partir de 6 heures, beaucoup ont préféré immobiliser leurs véhicules afin d'échapper aux opérations de contrôle des taxes et des documents routiers. Dès les premières heures de la matinée, plusieurs axes stratégiques de la capitale ont présenté une circulation inhabituelle, une situation provoquée par la crainte d'être interpellés par la brigade spéciale pour la protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa. Pour certains usagers, ces contrôles restent toutefois nécessaires. Ils estiment qu'aucun pays ne peut fonctionner sans le respect de lois et des règles établies. Permettez-moi de saluer ces mesures prises par l'autorité de la ville, puisqu'aucune ville au monde
ne peut se construire s'il n'y a pas paiement de taxes ou d'impôts et autres. Et ces documents dont on a demandé à ce que les gens puissent s'en procurer, c'est normal, ça tient à la vie de tout État, de toute ville. On ne peut pas circuler aussi bonnement sans vouloir s'acquitter d'aucun devoir, ça c'est normal. Pour nous autres, nous pouvons comprendre que c'est un sacrifice qu'il faudrait payer pour que les choses puissent entrer normales. Pour ces motards, l'hôtel de ville aurait dû accorder un délai supplémentaire avant la reprise de ces contrôles. Il déplore notamment l'insuffisance des points de vente des vignettes et autres documents face au nombre élevé des véhicules en circulation. Basalela biso batoyo bakobanda kokanga bazala bien identifier l'état ayeba bango. Na kosenga na gouverneur netika ya biso bato wa moto. Nous demandons au gouverneur de multiplier le point de vente des documents routiers. Nous ne sommes pas contre cette mesure. De son côté, ce conducteur de taxi s'est dit opposé à ces contrôles. Selon lui, dans un contexte social déjà difficile, cette opération risque de plonger plusieurs conducteurs dans le chômage. Fallait pas jouer en problème 5 taxes à tabinomo si le logo est sous ngana ndaku na poto mona na kana makada mais tout to na bandako bon mona ke to ba responsable. Les autorités justifient pour leur part cette opération par la nécessité de normaliser l'usage routier dans le cadre de la campagne Tosaba Tosayo menée conjointement avec la police nationale. Il y a 2 mois, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, que je salue en passant, la campagne de sensibilisation en disant Tosaba Tosayo, ça c'est maintenant la partie sanction, c'est-à-dire c'est une mission mixte qui est constituée. D'abord, nous venons en appui à la police nationale. Pourquoi la police nationale? Parce que la police nationale est dans sa mission régalienne, celle de la sécurité sur tous les plans. La sécurité routière, lacustre, ainsi que le fluvial, donc les biens des citoyens. Il sévit à Kinshasa un laisser-faire qui est devenu pratiquement un droit. Alors le gouverneur de la ville de Kinshasa a dit stop, enough is enough, donc ça veut dire nous revenons à l'applicabilité de la loi régissant le transport ou la chaussée publique. Selon le gouverneur de la ville, l'objectif est de s'assurer que chaque véhicule dispose d'un contrôle technique valide et des documents requis afin de prévenir des accidents de circulation aux conséquences parfois dramatiques. En fin de journée, vers les 17h, les conducteurs ont progressivement repris les courses, question de se faire quelques francs vite fait. Toutefois, la circulation est restée timide la journée sur plusieurs axes de la capitale. Un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi ce lundi dans la commune de Massina, plus précisément au quartier 3, à la station-service ML. Le bilan provisoire, la station-service ML est totalement en flammes. Plus de 5 maisons seraient touchées par le feu. Aucun bilan n'est confirmé à ce stade, aucun bilan plutôt humain n'est confirmé à ce stade. Des explosions ont été signalées. Les causes de l'incendie jusque-là restent inconnues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La coopération humanitaire entre la RDC et l'Union européenne se renforce davantage. Pour ce faire, la Première ministre a eu des échanges avec une délégation européenne conduite par le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs et quelques membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur l'assistance aux populations affectées à l'est de la RDC. Emmanuela Commissaire et Joe Coucou. Je tiens à saluer l'initiative prise par le ministre de Postes et Télécommunications de nous réunir avec le collègue du numérique pour faire suite à une recommandation que le président de la République nous avait donnée. Comme on l'a dit régulièrement, le président de la République est quotidiennement informé des différentes difficultés que rencontrent les populations congolaises. Et vous tous, vous notez avec nous que la qualité des services à la fois des télécoms ou encore de la qualité des émissions émises par les éditeurs de programmes laisse souvent à désirer. Le président de la République, qui a été touché par ces demandes de Congolais, nous avait instruit de travailler. C'est dans cet ordre que nous sommes, mon collègue de l'économie numérique et moi, venus ces jours-ci travailler avec le ministre José Panda. Je dois dire que chacun individuellement travaillait déjà, mais ici, nous avons convenu de mettre ensemble nos équipes à la suite de la discussion qu'on a eue pour que
nous puissions mettre des éléments ensemble, de sorte qu'au prochain Conseil de ministres, nous puissions être en mesure de présenter un rapport conjoint. Au-delà du rapport conjoint, c'est de nous assurer dans les cas de la complémentarité gouvernementale, parce qu'il y a des questions qui sont connexes, voir dans quelle mesure, très rapidement, on peut commencer à y donner des réponses pour que les Congolais qui utilisent les téléphones aient une qualité des connexions requises par rapport à ce qu'ils payent, mais aussi pour ceux qui utilisent la télévision. Il y a évidemment d'autres défis, mais qui seront portés devant le gouvernement, de sorte que les propositions que nous ferons puissent être accompagnées. Au-delà de l'espérance, vous avez vu par exemple que mon collègue de poste s'est déjà mobilisé pour ce qui concerne la qualité des connexions Internet. Donc il y a un travail qui est en cours, qui sera permanent, parce que les difficultés sont inhérentes et parfois qui ne sont pas toujours tributaires des problèmes qu'on rencontre ici. Lorsqu'une station d'atterrage est touchée à l'océan, vous avez des connexions de perturbations. Mais la question, lorsqu'il y a des perturbations, il faut bien communiquer. Donc au-delà de ça, on n'attendra pas de faire le rapport pour que les services puissent déjà être améliorés, mais quand le rapport sera fait, on trouvera peut-être des mesures plus contraignantes pour les uns et les autres, pour voir dans quelle mesure ces services seront rendus avec la qualité qu'il faut pour les Congolais. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait d'une réunion tripartite qui s'était tenue ce lundi entre les ministres des Postes et Télécommunications, de l'économie et celui de la communication. L'objectif était de finaliser le rapport d'exécution des instructions du président de la République donné lors de la 74e réunion du Conseil des ministres afin de résoudre les perturbations récurrentes des réseaux et services de télécommunications. Je disais donc, la coopération humanitaire entre la RDC et l'Union européenne se renforce davantage. Pour ce faire, la première ministre Judith Suminwa a eu des échanges avec une délégation européenne conduite par le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs et quelques membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur l'assistance aux populations affectées à l'est de la République. Emmanuela Commissaire et Joe Coucou. Face à la crise humanitaire dans l'est de la RDC, l'Union européenne confirme son engagement ferme aux côtés du gouvernement congolais. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a reçu ce lundi une délégation de l'Union européenne conduite par Johan Bogstam, représentant spécial pour les Grands Lacs. Autour de la table, on note également la présence de plusieurs membres du gouvernement. Au centre des échanges, le renforcement de l'assistance humanitaire dans l'est du pays et la poursuite du partenariat entre la RDC et l'Union européenne. Vous savez, maintenant, l'Union européenne, c'est le plus grand partenaire humanitaire dans la région de Grands Lacs. Et donc, c'était extrêmement pour moi de mieux comprendre aussi les priorisations de Madame la Première ministre. Et cet engagement s'inscrit aussi dans les préparations pour une réunion le 29 janvier à Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le dossier Grand Lac est inscrit sur l'ordre du jour. Donc c'est évidemment très important pour moi de me rendre sur le terrain, d'engager les notables. J'ai aussi partagé avec Son Excellence Madame la Première ministre un déplacement récent à Burundi, où j'ai pu y rendre visite à un camp de réfugiés des Congolais à Busuma, avec une population maintenant de 68 000 réfugiés. Mais l'Union européenne a réussi de financer ce camp. La première ministre a salué la coopération et insisté sur la protection des Congolais comme priorité, notamment les réfugiés congolais au Burundi. Cette rencontre traduit la volonté conjointe de renforcer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. À Lausanne, en Suisse, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, était face à la diaspora congolaise. Il s'est exprimé sur différentes réformes engagées dans son secteur. Les échanges ont aussi tourné sur les questions liées à la spoliation des biens fonciers et la sécurité du climat des affaires. Un reportage d'Erudis Kitutu.
Face à la diaspora de Suisse, l'État s'engage à sécuriser le patrimoine immobilier et à briser l'impunité. Le 20 janvier dernier, à Lausanne, la coordination congolaise de la diaspora de Suisse a réuni la communauté congolaise autour d'un échange politique et institutionnel de haute portée avec le ministre d'État, ministre de la Justice, garde-sceau, Guillaume Gefa Tondo Kwandali. 70% des dénonciations que nous recevons au ministère de la Justice, ça lié à la spoliation. Mais ça, c'est pas possible. On a créé un comité interministériel, interinstitutionnel. Le ministère là, sous le leadership du ministère de la Justice, ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme, de l'infrastructure, et puis une agence chargée de la protection des biens de l'État. C'est pour que nous puissions coordonner nos efforts sur la question de la spoliation. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont victimes des questions de la spoliation. Pour une fois, on va arrêter ça. Pour de nombreux Congolais vivant en Suisse, posséder une maison ou un terrain en RDC est devenu synonyme de vulnérabilité, spoliation, falsification des titres fonciers. Ces pratiques alimentent une insécurité juridique persistante, souvent vécue comme une injustice silencieuse. La présence d'opérateurs économiques congolais établis en Suisse, notamment dans le secteur du bâtiment et de la microfinance, a donné une autre dimension à la rencontre. La justice congolaise entend désormais garantir la sécurité des droits et des patrimoines, lutter contre l'impunité et se vivre au plus près des citoyens où qu'ils se trouvent. La RDC renforce son positionnement dans le commerce régional. Kinshasa va participer aux côtés de Lusaka et Luanda au forum tripartite prévu au mois de février consacré à l'accélération de la mise en œuvre du corridor de Lobito. Outre cette question, les échanges porteront également sur les projets des corridors d'Inga et du centre-est Mbujimai-Bukavu. Eric Kabamba nous en dit plus. L'RDC prendra part aux côtés de la Zambie et de l'Angola à un forum consacré à l'accélération de la mise en œuvre du corridor de Lobito, un projet stratégique destiné à faciliter le commerce régional à travers l'intégration des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. L'annonce de l'organisation de cette réunion tripartite a été faite au ministre du Commerce extérieur par une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations en RDC. Ces échanges, prévus du 5 au 6 février prochain, réuniront les numéros 2 de la Banque mondiale et 5 vice-présidents de l'institution de Bretton Woods, ainsi que les autorités congolaises, dont le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Les discussions porteront également sur la mise en œuvre des corridors d'Inga et du centre-est Mbujimai-Bukavu, connus comme les corridors de paix, ainsi que sur l'évaluation des activités du projet de facilitation du commerce et intégration de la région des Grands Lacs. Deuxièmement, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce au niveau régional et de la nécessité de continuer ces activités pour permettre l'accroissement des échanges au niveau des 3 pays du CPGL. Enfin, nous avons discuté et convenu d'un renforcement de capacités nécessaires à la CPGL comme étant institution de mise en œuvre de l'accord de Washington. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga, a plaidé auprès de la Banque mondiale pour l'extension de ces projets à d'autres postes frontaliers stratégiques, notamment Kasumbalesa et Lufu, afin de renforcer l'intégration économique et la fluidité des échanges. À Mahagi, dans la province de l'Ituri, les fonds de promotion de l'industrie a lancé ses activités promotionnelles à travers une journée de sensibilisation à l'intention des opérateurs économiques locaux, placée sous le thème proximité et performance, servir au cœur du territoire de Mahagi. Cette mission vise à présenter les missions du FPI, ses mécanismes d'accompagnement et ses opportunités. Alain Bikaï pour ce reportage. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prône le rapprochement des services publics des populations et la promotion du développement économique à la base. Dans son mot d'ouverture, Louvain Moulumba Ilunga, adjoint au directeur provincial du FPI à Bunia, a rappelé la mission du FPI en tant qu'outil public
des financements dédiés à la création d'emplois durables et à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises à travers le financement des projets industriels portés par les entrepreneurs congolais. Les participants, notamment les opérateurs économiques locaux, ont été invités à s'approprier les mécanismes d'intervention du FPI afin de bénéficier des opportunités offertes par cette institution. Je vous invite à participer activement en apportant vos contributions lors des échanges de ces faits. Participons à cette cérémonie avec enthousiasme et l'envie sincère de vivre pleinement chaque instant. Plusieurs d'entre eux ont salué ces démarches qu'ils estiment porteuses d'espoir pour le développement local. Clôturant la cérémonie, le FPI a réaffirmé son engagement à servir la population avec efficacité, proximité et performance. Cette activité ouverte par l'administrateur du territoire de Mahagi a réuni de nombreuses autorités politico-administratives, religieuses et coutumières, ainsi que des partenaires socio-économiques. Former les brigadiers verts aux bonnes pratiques écologiques et mobiliser la population sur la gestion des déchets, c'est l'un des objectifs de la campagne d'éducation civique sur l'assainissement des sites universitaires de la ville de Kinshasa. Une campagne initiée par l'église du Christ au Congo et l'hôtel de ville de Kinshasa. Nicole Cessep nous en dit plus. Cette campagne d'éducation civique sur l'assainissement et la protection de l'environnement des sites universitaires de la capitale vise à promouvoir un environnement sain, durable et mieux organisé au sein du campus de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA comme site pilote de ce projet initié par l'Église du Christ au Congo. Ce projet est une réponse concrète à l'appel lancé par le chef de l'État lui-même lors du Conseil des ministres, où il a rappelé la nécessité pour les uns et les autres de s'impliquer dans ces travaux d'assainissement pour redorer l'image de notre ville. Et puisque nous sommes ici en champ de mission évangélique avec l'ISTA, qui est notre partenaire, et par l'ISTA, l'État congolais, voilà pourquoi l'Église a mis en place ces grands programmes de sensibilisation et d'éducation civique autour du concept éco-citoyenneté. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure nous transformons les comportements écologiques du personnel, des étudiants, pour que chacun de nous se sente responsable du point de vue de l'éthique environnementale. La gestion environnementale est très capitale, d'où l'importance de ces projets. C'est une joie pour nous de voir l'Église, dans le cadre du service à la communauté, s'impliquer dans l'assainissement de l'ISTA et nous sommes contents et nous remercions l'Église pour cette initiative. À travers cette campagne de sensibilisation, l'ISTA devient ainsi un modèle de campus écologique en République démocratique du Congo. Je l'ai dit tantôt, le chef de l'État a entamé ce lundi une visite d'itinérance dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central, pour sa première visite de grande envergure à l'intérieur du pays. Félix Tshisekedi a procédé à l'inspection de l'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji avant l'inauguration demain mardi de l'université de Kananga. Fanny Kikoufi, bienvenue Kabamba et Chichi Bita pour ce reportage. Pour son premier grand déplacement à l'intérieur du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi en ce début d'année le Kassai central pour une mission d'itinérance à Kananga, le chef-lieu. À l'aéroport de Lungando, les autorités provinciales, la notabilité locale et la population lui ont réservé un accueil chaleureux comme à chacun de ses déplacements ici, au centre du pays. Dans un concert de chants d'allégresse et de cris de joie, le président de la République a pris son temps pour serrer la main de chacun de ses hôtes alignés sur le tarmac. Il a aussi communié avec cette population dont l'attachement naturel n'est plus à démontrer. Le reste de la journée n'a pas du tout été reposant pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Il a mis le cap vers la route Kananga-Kalambambouji, un projet routier qui le tient à cœur et qui devrait changer à terme le cours de la vie de la population dans cette partie du pays. La route de Kalambambouji est construite dans le cadre des contrats sino-congolais. Longue de 232 km, cette route est d'une importance stratégique pour l'ouverture et le ravitaillement de la ville de Kananga à partir de l'Angola. Le président de la République s'est lui-même rendu compte de l'état d'avancement des travaux. À ce jour, la route est ouverte de bout en bout sur le 232 km et les 20 premiers kilomètres ont déjà reçu la couche de bitume. Le chef de l'État a reçu toutes les explications techniques sur l'avancement des travaux. Pour les constructeurs chinois, cette route large de 12 mètres avec 2 fois 2 bandes sera complètement achevée fin 2027. Après son ouverture à la circulation, la route dite de l'espoir va transformer cette province historiquement enclavée et favoriser le commerce transfrontalier. Dans la province du Haut-Katanga, le transformateur de 150 kV ampères de haute tension de Caravia est actuellement hors service. Cette panne a plongé le quartier Golfe et plusieurs zones environnantes de la ville de Lubumbashi dans le noir. Selon la SNEL, des équipes techniques sont à pied d'œuvre pour identifier l'origine de la défaillance et rétablir l'électricité dans le meilleur délai. Yvette Makoutima et Edith Chala. Coupure d'électricité au poste haute tension des Caravia à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Un transformateur d'une puissance de 150 kVA qui alimente une large partie du quartier Golfe et ses environs est actuellement hors service. Conséquence immédiate, plusieurs quartiers de la ville cuprifère sont plongés dans le noir, dans l'attente des travaux de maintenance, voire du remplacement pur et simple de l'équipement défectué. Face à cette situation, le directeur régional sud de la SNEL SA, l'ingénieur Ralph Mbayo, explique les causes de cet arrêt et rassure la population sur les dispositions prises pour un rétablissement rapide de l'énergie électrique. Il y a avarie d'un transfo qui est placé sur les neutres du grand transfo que nous avons à côté ici de 50 MVA. C'est un petit transfo qui est derrière moi de 150 kVA. Il a connu une avarie et donc cela ne va plus permettre à ce qu'avec notre grand transport nous puissions alimenter une bonne partie du Golfe. Et ce que nous sommes en train de faire ici, nous avons fait appel à nos amis de MES qui nous assistent dans la réparation des transfos. Et donc ils sont en train de travailler. Ça prendra quelques temps pour pouvoir réparer ces transfos et c'est en ce moment-là que nous allons reprendre cette partie qui manque de courant jusqu'à présent. Et donc, nous allons laisser nos amis techniciens travailler. Et ils vont nous fixer dans combien de temps environ. Ils vont nous donner leurs prévisions pour que nous puissions être capables justement d'être là pour reprendre nos clients. Et donc, ça va prendre un peu de temps. Voilà. La SNEL SA annonce que dès la fin des travaux, ces transformateurs de 150 kVA sera remis en service dans le but d'améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique et permettre aux habitants du quartier Golfe de renouer au plus vite avec la lumière. La cité de Chimbulu, dans la province du Kassai central, bénéficie désormais de l'électricité grâce à la mise en service effective de 2 centrales solaires photovoltaïques d'une capacité de 150 kW et 50 kW. Un projet achevé et actuellement en phase de connexion de plusieurs ménages à Chimbulu. Reportage. Dans la province du Kassai central, la cité de Chimbulu vient de franchir un cap historique. Pour la première fois, l'électricité devient une réalité concrète pour des milliers de ménages grâce à la mise en service effective de 2 centrales solaires photovoltaïques de 150 kW et 50 kW. Longtemps privée d'énergie électrique, la population entre désormais dans une nouvelle ère, celle du progrès et de la modernité. Le projet est achevé et la phase de connexion des ménages est en cours, ouvrant la voie à une amélioration significative des conditions de vie. Des écoles mieux éclairées, des centres de santé plus performants, des activités économiques qui s'étendent au-delà du coucher du soleil. Piloté par l'Agence nationale du service électrique en milieu rural et périurbain ANSER,
Cette réalisation traduit sur le terrain la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résolument engagé pour l'accès universel aux services de base. Moi, je trouve ma satisfaction auprès de celle de la population. C'est pour cette population-là que la centrale a été construite. Et je viens de parcourir la ville de Tchimboulou pour les quelques ménages connectés. Et j'ai reçu un retour que je considère très positif. Et je peux dire que personnellement, je suis satisfait. Au-delà des kilowatts produits, c'est une énergie de développement qui alimente aujourd'hui Tchimboulou, création d'opportunités, autonomisation des jeunes, dynamisation du tissu local et réduction des disparités territoriales. Nous avons une très grande joie, une joie immense de remercier son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir pensé à nos zones rurales afin d'être éclairées. Aujourd'hui, là, je peux brancher en direct. Comme j'ai 4 congélateurs, ça passe sans souci. La radio qui est là, c'est une grande radio, ça passe. La télévision, je suis vraiment en grande satisfaction. Pour Anseur, c'est un signal fort. L'électrification rurale n'est plus une promesse, elle est désormais une réalité en République démocratique du Congo. Dans le but de renforcer l'attractivité touristique du Congo central, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville a lancé une série d'actions qui visent à la modernisation des sites historiques de la province. Au terme de sa visite, la ministre déléguée a visité plusieurs lieux emblématiques. Bobo Annan Mokonzi était dans sa suite. Sur plusieurs fronts, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, Angèle Bangaza Yogo, intensifie d'initiatives pour faire rayonner la province du Congo central. L'idée ici est de rendre les sites touristiques plus attractifs pour attirer les touristes et générer des recettes pour les trésors publics. Une nouvelle politique de gestion mise en place par la ministre Bangaza dans l'objectif de moderniser ces sites, améliorer son attractivité, un investissement visant à faire de ces sites touristiques un levier de croissance économique en République démocratique du Congo. Une vision du gouvernement central. La matérialisation de ces programmes demeure l'une des voies pour lutter notamment contre le chômage. Dans sa suite, Joël Kiana Basila, directeur de cabinet adjoint, fait l'économie de cette itinérance. Mais il y a également, quand nous sommes arrivés à Boma, à Mwanda, il y a une dimension du tourisme que nous devons développer au niveau du Congo central. Le tourisme, le patrimoine. Le Congo central, c'est une province très historique. Il faudrait valoriser cette dimension touristique, étant donné qu'aujourd'hui, le tourisme à travers le monde génère beaucoup de recettes. Avec ses potentialités touristiques, le Congo central regorge un nombre important de sites touristiques diversifiés. La réhabilitation de ces sites touristiques est un jalon posé pour l'avenir lointain de cette province. En page internationale, pour terminer ce journal, les tensions entre Israël et l'Iran montent d'un cran depuis plusieurs jours, sous fond d'échanges, des menaces et de démonstrations de force, selon plusieurs sources sécuritaires. Des responsables militaires israéliens, en coordination avec leurs alliés américains, envisagent des options pour affaiblir le régime des Mollahs. Le récit avec Jacques Kabwawa. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale et c'est depuis déjà plusieurs jours. Côté israélien, on espère que les États-Unis d'Amérique frapperont Iran afin d'affaiblir le régime des Mollahs, peut-être même les renverser. Et puisqu'une action ciblée, Israël privilégie une offensive américaine de grande envergure contre Téhéran. Mais en attendant, Israël se tient prêt. Les municipalités ont décidé d'ouvrir les abris antimissiles. Du côté de Tzahal, les systèmes antimissiles sont aussi sur les qui-vive. Israël a aussi reçu dimanche des nouveaux avions F-35 portant à 48 le nombre d'appareils de ce type dont dispose l'armée de l'air israélienne. Responsables militaires israéliens et américains multiplient les discussions. Objectif, évaluer les conséquences d'une éventuelle attaque américaine en Iran. Nous sommes pleinement préparés sur le plan défensif à tous les scénarios. Les leçons tirées de l'opération Éveil du Lion ont été mises en œuvre et, dans ce cadre, l'armée israélienne se prépare également à l'éventualité d'une guerre surprise. Parallèlement, l'armée israélienne est prête à utiliser des capacités offensives d'une intensité sans précédent contre toute tentative de nuire à l'État d'Israël. L'échelon politique comme militaire n'hésite pas à adresser les messages forts à Iran. Depuis la Knesset, le Parlement israélien, Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois mis en garde le régime des Mollahs.
Si l'Iran commet l'erreur de nous attaquer, nous riposterons avec une force que l'Iran n'a jamais encore connue. Personne ne peut prédire ce que l'avenir réserve à l'Iran, mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, l'Iran ne redeviendra pas ce qu'il était. Les États-Unis d'Amérique se préparent eux aussi. Porte-avions, escadrons de bombardiers, avions de transport, Washington a déployé une importante quantité de matériel au Moyen-Orient, signale pour beaucoup d'observateurs qu'une attaque sur l'Iran est imminente. Ce journal est terminé. Il a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction et supervision de Jacques Abobois et Guy Matundu. Cédric Kenina était à la coordination. Simo Kankolongo et André Njeka l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h avec Gaëtan Magalano. Je vous reviens demain à 20h.